Négocier le rachat d'une entreprise, c'est vraiment un moment charnière. C'est l'étape où tout se joue. Une belle opportunité peut soit se concrétiser magnifiquement, soit, virer au cauchemar financier. Alors, comment on fait pour s'assurer que tout se passe bien? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Imaginez un peu plus de 30 000 entreprises qui changent de propriétaire chaque année, rien qu'en France. C'est un chiffre colossal. Et ça nous dit quelque chose d'important. Même si, à l'échelle de l'économie, c'est une opération courante, pour la personne qui s'y lance, c'est tout sauf anodin. C'est un moment de vie, un moment unique et, disons-le, rempli d'enjeux. Et c'est exactement là que le bas blesse. Si la négociation est mal préparée, mal menée, l'opportunité qui semblait si belle peut se transformer en véritable piège financier. Parce qu'au fond, l'objectif, ce n'est pas juste de signer un chèque et de prendre les clés. Non, le vrai but, c'est de bâtir son avenir sur des fondations solides et saines. Ok, donc la question c'est comment on s'y prend? Comment on navigue dans cette complexité pour que l'acquisition soit un vrai succès? Allez, on va analyser la méthode ensemble, point par point. Alors, la toute première chose à comprendre, le piège numéro 1 dans lequel il ne faut surtout pas tomber, c'est de croire que tout, absolument tout, se résume au prix. Si on se focalise uniquement sur le chiffre en bas du chèque, on est presque sûr de passer à côté de l'essentiel. Et pire, de prendre des risques complètement fous. En fait, il y a deux manières de voir la négociation. On peut la voir comme un bras de fer, un combat où le but est d'écraser l'autre pour gagner. C'est une vision gagnant-perdant. Ou alors, on peut la voir comme un exercice d'équilibriste. L'idée, ce n'est pas de gagner contre l'autre, mais de construire ensemble un accord équilibré, un deal gagnant-gagnant qui protège tout le monde. Et c'est cette deuxième voie, vous vous en doutez, qui mène à un succès durable. Justement, pour construire cet accord équilibré, il faut des bases, des fondations vraiment solides. On parle souvent de 4 piliers. Ce sont les 4 éléments indispensables d'une bonne négociation. Alors, quels sont ces 4 piliers? Bon, il y a le prix, bien sûr, impossible de l'ignorer. Ensuite, les conditions de paiement, ça c'est ce qui va donner de la souplesse. Troisième pilier, et il est fondamental, la répartition des risques, c'est le filet de sécurité. Et enfin, le plan de transition, pour que tout se passe en douceur après la signature. Chacun de ces points est crucial. Si on en néglige un seul, c'est tout l'édifice qui risque de s'écrouler. Et ça, c'est une leçon qu'il faut vraiment retenir. Un prix très bas, mais avec des garanties faibles ou inexistantes, ce n'est pas une bonne affaire. C'est une bombe à retardement. C'est le risque maximum. Très souvent, il est beaucoup plus malin de payer un prix juste, un prix correct, pour avoir en face de vraies garanties, une vraie sécurité. C'est ça qui protège l'investissement pour le futur. Ok, donc on a nos 4 piliers en tête. Une fois qu'on a commencé à discuter et qu'on est à peu près d'accord sur les grands principes, il faut formaliser un peu tout ça, poser un cadre pour la suite. Et c'est là qu'intervient un document super important, même s'il n'est pas encore engageant, la fameuse lettre d'intention. La lettre d'intention, qu'on appelle aussi LOI, pour Letter of Intent, attention, ce n'est pas l'acte de vente définitif, mais elle est absolument essentielle. C'est le document qui met noir sur blanc les points sur lesquels on est d'accord et qui fixe les règles du jeu pour les semaines à venir. En gros, c'est une manière de vérifier que tout le monde est bien sur la même longueur d'onde avant de se lancer dans les audits qui, eux, coûtent cher. Si on regarde la chronologie d'une reprise, la LOI, elle arrive vraiment à un moment clé. Juste après la première évaluation de l'entreprise et juste avant de plonger dans les audits approfondis, ce qu'on appelle la due diligence. En signant la LOI, on verrouille l'accord de principe et on se donne le feu vert pour aller creuser, pour aller tout vérifier dans les moindres détails. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on met dans une bonne lettre d'intention? On y trouve bien sûr un prix indicatif, avec sa structure, un calendrier précis pour la suite des opérations, une clause d'exclusivité, ça c'est hyper important, ça empêche le vendeur d'aller négocier avec quelqu'un d'autre dans notre dos. Et enfin, on liste les grandes conditions suspensives. Bref, c'est la feuille de route de toute la transaction. Parfait. Maintenant qu'on a notre feuille de route, ouvrons un peu la boîte à outils de l'acquéreur. On va parler des clauses juridiques, des mécanismes concrets qui sont de véritables boucliers pour protéger son investissement et sécuriser toute l'opération. Et dans cette boîte à outils, il y a la reine des protections, la clause incontournable, la garantie d'actifs et de passifs, la fameuse GAP. C'est très simple à comprendre. Avec cette clause, le vendeur garantit que les comptes de l'entreprise sont justes et sincères. S'il y a une mauvaise surprise qui apparaît après la vente, un cadavre dans le placard comme on dit, une dette cachée, un litige fiscal, c'est le vendeur qui paie la note, pas l'acquéreur. Un exemple tout bête pour bien comprendre. Imaginez, 6 mois après le rachat, un contrôle fiscal. Boum, 40 000 € de redressement pour une erreur qui date d'avant la vente. Sans une GAP, cette somme, c'est pour la pomme de l'acheteur. Avec une GAP bien rédigée, c'est le vendeur qui sort son chéquier et qui couvre tout. C'est simple et c'est incroyablement puissant. Un autre outil super malin, c'est le crédit vendeur. Le principe est tout simple. Le vendeur est d'accord pour ne pas recevoir 100% du prix tout de suite. Il accepte qu'une partie lui soit payée plus tard, sur plusieurs mois ou années. L'avantage est énorme et il est double. D'abord, ça aide l'acheteur à boucler son plan de financement. Et ensuite, c'est une preuve de confiance immense de la part du vendeur. Ça montre qu'il croit en la réussite de son successeur.
Regardez, c'est très clair avec un exemple. Une entreprise a 500 000 euros. Mettons que l'acquéreur apporte 150 000 euros et que la banque en prête 250 000. Eh bien, il manque 100 000 euros pour boucler la boucle. Et c'est là que le crédit vendeur peut faire toute la différence. Ces 100 000 euros, c'est le vendeur qui les prête en acceptant d'être payé plus tard. C'est un montage hyper courant et d'une efficacité redoutable. Maintenant, un cas de figure classique. Le vendeur est super optimiste sur les résultats à venir, il voit l'entreprise décoller, mais l'acquéreur, lui, est un peu plus prudent. Comment on fait pour se mettre d'accord sur le prix? La solution magique, ça s'appelle l'earn-out, ou le complément de prix. Le principe, on s'entend sur un prix fixe et on ajoute une partie variable qui ne sera payée que si l'entreprise atteint certains objectifs de performance dans le futur. C'est le meilleur moyen de mettre tout le monde d'accord et d'aligner les intérêts. Bon, on avance bien. L'accord est presque bouclé. Mais imaginons le pire. Et si la banque se rétracte au dernier moment? Ou si l'un des audits révèle une catastrophe? Est-ce qu'on est coincé? Non. C'est justement pour ça qu'il existe des portes de sortie, des clauses de sécurité, les conditions suspensives. C'est un peu la question qui angoisse tout le monde. Comment on fait pour pouvoir se retirer proprement d'un accord sans y laisser des plumes si un gros problème survient avant la signature finale? La réponse est simple et elle tient en 2 mots, les conditions suspensives. Ces conditions, ce sont vraiment les derniers verrous de sécurité. Les plus courantes, c'est quoi? C'est par exemple l'obtention formelle et définitive du prêt bancaire, la confirmation que les audits ont révélé aucune mauvaise surprise majeure, l'obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires, ou encore le maintien des contrats avec les clients ou les fournisseurs les plus importants. La règle est simple, tant que toutes ces conditions ne sont pas remplies, que toutes les cases ne sont pas cochées, la vente n'a tout simplement pas lieu. Et on arrive au dernier point. C'est peut-être la règle d'or, la plus importante de toutes. Face à un processus aussi complexe, avec des enjeux financiers et personnels aussi énormes, la toute pire des erreurs, ce serait de vouloir y aller tout seul. Une reprise d'entreprise qui se passe bien, c'est avant tout un travail d'équipe. Il y a au moins 3 experts qui sont indispensables. L'avocat d'affaires, c'est lui qui va rédiger toutes les clauses de protection et blinder l'aspect juridique. L'expert comptable, qui va valider la valorisation et s'assurer que les chiffres tiennent la route. Et souvent, un conseiller en acquisition qui va jouer le rôle de chef d'orchestre. Oui, ça a un coût, mais ce coût n'est absolument rien comparé aux sommes qu'ils peuvent faire économiser ou aux catastrophes qu'ils permettent d'éviter. Il faut vraiment le voir comme un investissement et non comme une dépense. Et pour finir, s'il y a une idée à garder en tête, c'est celle-ci. Le but, ce n'est pas de gagner la négociation au sens d'un combat. Le vrai objectif, c'est de construire ensemble un accord qui soit juste, équilibré et solide. Un accord qui va permettre une transmission réussie, en douceur, et qui va poser les bases d'un succès futur. Un succès pour celui qui arrive, mais aussi pour celui qui part. C'est ça la vraie victoire.